troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Hamidine Khan, docteur en économie et en intelligence économique, Naïma Korchi, juriste internationale, et de notre éditorialiste Daouda Kal. Et tout de suite, dans l'actualité économique, la Guinée à la recherche de nouveaux partenariats dans la relance de son économie. C'est dans ce cadre que s'est déroulé récemment le forum d'affaires guinéo-turc à Istanbul. La rencontre a mobilisé des investisseurs des deux pays ainsi que les deux chefs d'État. Environ 7 accords de coopération et de financement ont été signés. Reportage de notre correspondant Emmanuel Mimono. Pour relancer son économie, la Guinée frappe à la porte de tous les potentiels investisseurs économiques. Le pays multiplie les forums d'affaires et le dernier en date est celui organisé à Istanbul en présence d'hommes d'affaires des deux pays. Ce forum a réuni une centaine d'opérateurs économiques guinéens et 80 du côté turc. Il touche les secteurs comme le BTP, l'industrie, le commerce, la pêche, les technologies de l'information et les services. La Turquie est aujourd'hui un pays émergent, un pays qui a fait ses preuves dans beaucoup de domaines. Les accords qui ont été signés cette fois-ci sont au nombre de 7. Et bien avant, on avait signé 9. Et il y a aux environs 4 ou 5 qui seront signés à la fin du mois de janvier. Et tous ces accords vont nous permettre de renforcer dans les différents domaines, notamment dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, des infrastructures routières, des infrastructures scolaires, universitaires. Le volume des échanges commerciaux entre la Guinée et la Turquie s'évalue actuellement à 60 millions de dollars américains, un montant que comptent rehausser les deux pays au cours des prochaines années. Les entrepreneurs turcs et guinéens ont signé des partenariats dans les domaines de la fabrication de ciment, de la construction de logements sociaux et du montage des tracteurs en Guinée. Nous avons discuté au cours de ces 2 jours la possibilité d'avoir une ligne de crédit pouvant permettre le financement de beaucoup de projets de programmes de développement socio-économique de notre pays. C'est aux environs de 1 milliard à 500 millions jusqu'à 2 milliards de dollars. Et pour que nous puissions utiliser ce fonds à travers des entreprises turques. Ces accords viennent s'ajouter à ceux signés dans le domaine des services aériens, de la santé, des sciences médicales, de la formation militaire, de l'électricité, des mines ou encore la protection de l'environnement. L'ouverture d'une liaison aérienne entre Istanbul et Conakry prévue pour le 31 janvier 2017 permettra de faciliter davantage les échanges entre les deux pays. Comment percevez-vous ce renforcement des relations entre la Guinée et la Turquie ? Bon, je crois que la Turquie est à l'assaut de l'Afrique, comme beaucoup d'autres pays, la Chine, à l'instar de la Chine et d'autres pays. La Turquie, c'est un pays dynamique, c'est l'une des 20 économies mondiales les plus dynamiques. Donc, il faudra se dire aussi que les investisseurs turcs maintenant essaient de lorgner sur l'Afrique, qui a une potentialité qui ne fait que croître avec 2 milliards d'individus à l'horizon 2050. Et donc, le marché turc est un marché étroit, bien que 75 millions. Donc, au lieu de lorgner, par exemple, de plus en plus sur l'Union européenne, étant donné que les débouchés sont presque fermés, ils visent les marchés africains. Et puis, donc, cause pour laquelle tous les pays sont bons, cause pour laquelle, d'ailleurs, la Turquie a un sommet Turquie-Afrique. Et je crois que c'est une bonne chose pour la Turquie, mais il faudra aussi que les Africains soient vigilants. Ce n'est pas n'importe quel investisseur qui vient et puis qui les baratine un peu pour essayer de prendre des marchés. Surtout, la Turquie est à la recherche justement de matières premières. Donc, il faudra quand même des clauses et puis une juridiction puissante pour essayer de contrecarrer justement la corruption dont on a parlé, parce que la corruption avec ces genres de marchés est florissante. Donc, il faudra que les Africains soient vigilants. Mais les domaines dans lesquels ils veulent signer, le domaine sécuritaire, le domaine de la défense, je crois qu'il devait la Guinée devait plutôt se concentrer au niveau de la CEDEAO. Merci. Dans l'actualité également, l'utilisation des drones est en train de révolutionner divers secteurs d'activité en Afrique. Il s'agit entre autres des domaines de la santé, de l'agriculture, du tourisme ou encore de la sécurité. Les drones permettent notamment d'accéder à des zones difficiles d'accès. Oumou Kassoumba. Initialement utilisés à des fins militaires, les drones sont depuis quelques années consacrés à d'autres domaines, surtout sur le continent africain. Au Rwanda, les drones civils servent à distribuer du sang dans plus de 28 centres de santé. Dans le domaine agricole, ils contrôlent les récoltes et facilitent l'épandage. Dans les domaines sécuritaires, énergétiques, les drones civils surveillent les infrastructures dans les zones complexes d'accès. Mon usage au niveau des drones, c'est principalement de la cartographie.
donc au niveau des communes. Et effectivement, ça aide aussi à mettre en valeur certains sites touristiques. Parce que les images aériennes certains sites vus de haut ont un impact beaucoup plus important. Les drones ont révolutionné le domaine de la santé au Rwanda. Il nous arrive d'avoir un besoin urgent de sang. C'est grâce aux drones que les poches de sang sont fournies en un temps record. Le marché africain des drones civils a connu une expansion. Cependant, leur maniement est encadré, contrôlé et nécessite un brevet de pilotage. Il faut parfois effectuer des demandes d'autorisation de vol. Équipés de caméras et de capteurs, les prix d'achat varient entre 2 000 voire 6 000 $. Les drones sont très pratiques et efficaces. Leurs coûts sont élevés. Le drone le moins cher coûte 2 000 $. Il y a des modèles qui coûtent jusqu'à 40 000 $. Cependant, les centres de formation de pilotage de drones sont presque inexistants dans nos pays et c'est dommage. L'utilisation des drones en Afrique a révolutionné plusieurs secteurs. Au Malawi, les drones ont facilité l'accès aux tests de dépistage du VIH/SIDA chez les bébés. Les drones civils ont comblé le manque d'infrastructures de transport et ont réduit les coûts élevés des déplacements entre les hôpitaux et les centres de santé ruraux. Daouda, les drones ont un intérêt, une utilité particulière en Afrique de par justement ces distances et ces zones inaccessibles. Oui, totalement, puisque je pense que l'Afrique, en général, beaucoup de pays il n'y a pas ce désenclavement par les routes et aussi il n'y a pas les moyens forcément aériens pour survoler un certain nombre de territoires parce qu'il faut un hélicoptère par exemple, et là vous avez des drones qui peuvent voler, faire des distances de 100 km, 150 km pour accéder à une zone qui à la base était enclavée, notamment pour des raisons de santé, pour des raisons liées à l'économie, l'agriculture, vous photographiez un certain nombre de zones agricoles ou même pour des techniques agricoles. À un moment donné, on peut assigner aux drones de faire un certain nombre de tâches. Sur le plan sécuritaire, on l'a vu, le Nigeria l'a utilisé avec Boko Haram. Contre Boko Haram, voilà, exactement, dans la forêt de Sambisa notamment, pour voir cartographier avant de pouvoir intervenir au sol. Et je pense que c'est vraiment important. Donc l'utilité n'est plus à démontrer. Maintenant, là où je voulais ce que je voulais dire pour insister un petit peu, c'est qu'il ne faudra pas qu'on laisse cette technologie aux occidentaux seulement. Il faut aussi qu'on ait des start-up qui deviendront plus tard des championnes dans ce domaine pour pouvoir fabriquer les drones sur place, les manager avec la création d'emplois, pourquoi pas à un moment donné exporter depuis l'Afrique. Mais certainement l'Afrique est le territoire qui représentera le marché le plus important théoriquement pour les drones, d'un point de vue de l'enclavement même des zones. Maintenant, à nous de développer des politiques et puis adapter la législation également, parce que bon, vous savez, on peut faire à des drones tout et n'importe quoi. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. Le Maroc a enregistré 59,4 milliards de dirhams, soit environ 5,8 milliards de dollars de recettes touristiques à la fin du mois de novembre 2016. Ces revenus les plus élevés en Afrique pour le compte de l'année placent le royaume chérifien à la première place sur le continent dans le domaine du tourisme. Avec 52 projets en cours d'exécution, le Maroc s'affirme d'ailleurs comme le leader africain de la construction hôtelière. Naïma Korchi, comment expliquer que le tourisme marocain se porte si bien pourtant dans une sous-région assez sinistrée dans le domaine du tourisme? Parce que tout simplement, le Maroc offre des conditions qui satisfont ce que recherche le touriste, c'est-à-dire d'abord la paix, la sécurité, la stabilité, des infrastructures de pointe, des hôtels haut de gamme, enfin toutes les gammes pour accueillir toutes les différents profils de touristes. Donc, et malheureusement, avec justement l'instabilité qui règne de par le monde, maintenant le Maroc fait figure notamment sur le continent africain et surtout en Afrique du Nord de pays stables. Donc, malheureusement, avant, il y avait la Tunisie. Depuis les derniers attentats, les touristes ne vont plus en Tunisie, donc ils viennent vers le Maroc. Donc, en fait, les facteurs surtout qui sont essentiels en cette période troublée de terrorisme, que la stabilité et la sécurité marocaine attirent de plus en plus justement de touristes et ce chiffre va forcément s'accroître. Le Maroc a su donner une image de sécurité, un pays sécurisé. Ce n'est pas une image, c'est que nous vivons dans un pays sécurisé.
pacifié. Depuis, on n'a pas connu de mouvements comme les pays voisins. Donc tout ça sont des facteurs qui forcément confortent et donnent confiance aux touristes pour venir. Il y a beaucoup de gens qui ne vont plus dans les pays qui sont traditionnellement touristiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Tunisie, ou même certains d'autres pays africains, mais qui viennent maintenant au Maroc parce qu'ils trouvent justement ces garanties de sécurité et puis d'accueil, de confort, d'hospitalité, et donc qui forcément incitent les gens à venir, en plus de la proximité, puis aussi de la desserte. Par exemple, la Royal Air Maroc a développé pas mal de dessertes, y compris sur... Donc on a même une nouvelle catégorie de touristes, c'est-à-dire c'est plus simplement les touristes qui viennent de pays traditionnels, mais on a par exemple les Russes, dernièrement, qui sont venus en délégation pour prospecter sur le Maroc, aussi. Les Chinois, puis même le tourisme de l'Afrique subsaharienne qui viennent de plus en plus. Moi, par exemple, j'organise un forum des femmes africaines et qui regroupe pratiquement une quarantaine de pays d'Afrique, y compris de l'Afrique qui ne sont pas pour le Maroc, mais qui viennent et qui découvrent justement le Maroc comme une nouvelle destination touristique au lieu d'aller vers l'extérieur. Il y a sur le continent maintenant un pays qui offre tous ces critères. Rapidement, un mot, c'est dire, effectivement, bon, le Maroc a une véritable expertise dans ce domaine et des atouts. 5,8 milliards, je pense, c'est ça le chiffre. Ça, bon, bah, si je compare, c'est plus que le budget du Sénégal pour un seul secteur qui est le tourisme au Maroc. Donc c'est justement là que l'on attend le royaume chérifien, dans le cadre de son intégration dans l'Union africaine, c'est d'apporter un certain nombre de choses qui puissent améliorer les conditions de vie des populations et non pas des questions de géopolitique qui sont source de tension. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 3e volet de cette semaine consacrée au Maroc. Amzine Kane, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et puis je souhaite bonne et heureuse année à toute l'Afrique. Et puis on a confiance en l'Afrique et puis on sait que les dirigeants africains ne doivent pas se plier, ils doivent regarder en avant pour que le continent se porte mieux. Merci. Naïma Korchi, merci d'avoir été là. Merci à vous. Je souhaite aussi une très bonne année. Je souhaite surtout pour l'Afrique la paix, l'unité et la solidarité entre les peuples africains. Et Daouda, merci également. Merci Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.